Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette 13e conférence de lumière de l'Association de Lumière française. Bienvenue à tous. Bienvenue à nos internautes sur Facebook, sur Zoom et aussi à tous nos membres dans toute la France. Donc, comme vous savez, l'Association de Lumière française organise des conférences de lumière chaque mois, chaque semaine, chaque quinzaine. Voilà. On est toujours là pour vous offrir une nouvelle comment dirais-je, une nouvelle référence pour la promotion de l'art, pour la promotion de la culture, pour l'engagement citoyen et aussi pour l'environnement. Notre mission est toujours l'accompagnement de la jeunesse française. On aime le rayonnement international, on est dans la multiculturelle, on est aussi dans l'engagement social et aussi surtout dans la promotion de l'excellence et de l'éducation et de l'innovation. Donc, bienvenue encore une fois à tous à cette 13e conférence de lumière. Je demande si c'est possible à Manallah, à tous les membres de partager d'en partager dans nos groupes, que ce soit nos groupes WhatsApp, Facebook et tout ça, comme ça pour que les gens viennent et viennent à ce live-là sur notre page de l'Association de lumière française et aussi pour qu'ils participent avec nous sur Zoom. Donc, je vous laisse partager. Donc, ce soir, nous avons choisi, bien évidemment, d'explorer un thème qui est profondément humain, qui est l'art comme chemin vers l'autre. Donc, comme vous savez, dans un monde où les frontières se multiplient, il y a des frontières géographiques, culturelles, des fois émotionnelles, l'art, il reste l'un des rares espaces où la rencontre véritable est encore possible. L'art ne parle pas seulement aux yeux ou aux oreilles, il parle au cœur. Et ça, on le sait, c'est le langage universel qui relie les êtres au-delà des différences et qui permet d'écouter sans comprendre la langue, de ressentir sans avoir besoin d'expliquer. Et c'est cette magie-là qu'on veut partager avec vous aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'il y a un pont entre les mondes que nous allons vivre ensemble ce soir. Donc, pour nous accompagner dans ce chemin, bien évidemment, nous avons la chance d'accueillir une artiste d'une grande profondeur, Manisouk, qui est comédienne. Bienvenue avec nous, Manisouk est comédienne et artiste multidisciplinaire. C'est une femme de scène et d'âme, bien évidemment. Elle a construit sa carrière entre Paris et Londres, deux capitales culturelles parmi les plus vibrantes d'Europe. Il est formé à la méthode Stanislavski et c'est aussi, j'adore bien évidemment cette méthode et c'est une approche du jeu d'acteur qui recherche la vérité intérieure et qui incarne les rôles avec authenticité et intensité, bien évidemment. Mais son art ne s'arrête pas au théâtre, bien évidemment. Il a grandi dans les arts martiaux et s'est formé au Kathak. Je ne sais pas si j'ai bien dit, mais cette danse qui est une danse classique indienne qui unit, qui unit la narration, la grâce et la narration et poursuit aujourd'hui son exploration à travers le Ori Tahiti. J'essaie de voir la présentation Ori Tahiti. J'espère que je le prononce très très bien. Mais Ori Tahiti, c'est une danse où chaque mouvement exprime la beauté. Je vais laisser par la suite, mais évidemment, Manissouk nous expliquer toute cette profondeur, mais magnifique. D'ailleurs, dès que je vois ça, je dis waouh, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, bienvenue encore une fois. Manusik, qui va nous porter dans la richesse et les traditions, bien évidemment, asiatiques qu'elle a su faire qui a su faire dialoguer, bien évidemment, avec l'Occident. Donc, c'est avec grande joie et avec beaucoup de gratitude que je vous invite à accueillir Manisuk Longot, j'espère que je l'ai bien prononcé, pour un voyage où l'art devient le langage du cœur et de passerelle vers l'autre. Donc, Manisuk, à vous la parole. Bienvenue chez nous à l'Association des Lumières françaises. Ben, je vous donne la parole. Bonsoir tout le monde, je suis Manisouk Luangkot. Manisouk Luangkot, donc je suis d'origine laotienne, bouddhiste Theravada, donc on va aller très rapidement sur mon parcours parce qu'on n'a pas énormément de temps et ce n'est pas pour parler que de moi. Donc bouddhisme Theravada, c'est une des écoles originelles du bouddhisme. On a trois grandes écoles Theravada, le bouddhisme tibétain et après on a le bouddhisme Mahayana, en fait, qu'on appelle Mahayana. On reviendra très légèrement sur le bouddhisme après. Niveau universitaire, j'ai fait un master 1 histoire des arts et archéologie et ça va aussi beaucoup m'apporter lorsque je voyage. J'ai fait une formation dramatique à l'AIT, donc l'Atelier international de théâtre Blanche Salan et Paul Weaver, donc une méthode américaine. On va parler de Stanislavski. Au niveau corporel, j'ai fait plus de 10 ans de taekwondo, même un peu de boxe thaï parce que mon père était professeur de boxe thaï et de taekwondo. J'ai fait 8 ans de Kathak, donc une danse classique du nord de l'Inde. Et là, actuellement, je fais plutôt de la danse tahitienne, Oli Tahiti, depuis 2018, depuis que je suis rentrée de Londres, en fait.
Donc, sans plus attendre, on va passer, si ça marche, oui. On va passer sur le théâtre, le cinéma. On va appeler ça tout simplement l'acting, le jeu dramatique. Donc, c'est ce que nous faisons en tant que comédiens. D'abord, je vais juste revenir sur la notion de pièce de théâtre, de script, de film. Qu'est-ce que c'est pour nous en tant qu'acteurs? En tant qu'acteur, c'est une histoire qui est composée de moments, de scènes, qui comportent un enjeu dramatique, qui vont faire avancer une histoire. Donc, chaque scène, pour nous, ça va avoir une question primordiale à laquelle il faut répondre en tant que comédien. Dans quelle situation nous sommes? Comment on va réagir? Et qu'allons-nous faire? En fait, on est plus ou moins amené à faire face à un mini dilemme à chaque scène. En fait, mini dilemme, une situation qui doit se résoudre. Donc très rapidement, Stanislavski, c'est un dramaturge, metteur en scène, théoricien de théâtre russe, qui a écrit plusieurs livres, dont La formation de l'acteur, qui a vraiment été primordiale dans le développement du jeu. On n'est plus dans la technique française du conservatoire très grandiloquent, on est sur un jeu très très millimétré, très organique. Pour ça, on va partir sur l'improvisation. Donc avant même de commencer à travailler un personnage et un texte, on va travailler sur l'improvisation. Comment je peux improviser autour de la scène pour essayer d'élargir les frontières, les limites d'un personnage, tester, 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 pour ensuite revenir à l'essentiel. On va travailler beaucoup sur la mémoire sensorielle. Ah, par exemple, je viens d'être plaqué par mon petit ami il y a à peine 2 heures. Comment je vais le ressentir dans mon corps? Est-ce que je vais être tendue? Est-ce que je vais avoir des frissons? Tout ça, ça va énormément jouer et apporter en fait au jeu de l'acteur. On a aussi les 4 éléments que vous voyez à l'écran, le passé essentiel, le passé immédiat, le super objectif et les actions. Quand on prend une pièce de théâtre, souvent, on a tous eu du Molière à l'école, on a juste la table, on a la table des personnages avec juste le nom, Sganarelle, Scapin, etc. Et on a très peu d'informations. Nous, en tant que comédiens, on doit aller chercher des informations en lisant toute la pièce. Et pour ça, tout ça, ça va créer ce qu'on appelle le passé essentiel. Donc, c'est très simplement ce qui constitue un personnage de façon factuelle, une biographie, et on va commencer à esquisser une psychologie. Si je reprends l'exemple de Un tramway nommé Désir, j'espère que vous avez tous vu ce film. C'est un très très grand film de Elia Kazan qui est inspiré d'une pièce de Tennessee Williams, donc un dramaturge américain. On a Blanche Dubois, donc la jeune dame qu'on voit à l'écran avec Marlon Brando. Donc Blanche Dubois, c'est une aristocrate très élégante avec des airs très 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 affectés, qui arrive du Mississippi et qui se retrouve chez sa sœur, sa jeune sœur Stella, qui est enceinte, à la Nouvelle-Orléans. On comprend un peu plus tard qu'elle a assisté au suicide de son époux, Alan Gray. Elle a assisté et elle se rend responsable de son suicide. Et ça l'a profondément marquée et traumatisée. Et on apprend aussi bien après qu'en fait, elle se rend chez sa sœur, non pas pour lui rendre visite parce que sa sœur est enceinte, mais tout simplement parce qu'elle a perdu sa maison. Elle a perdu la maison familiale, qui était une grande et belle demeure, et que malheureusement, son maigre salaire d'institutrice n'a pas réussi à la sauver, et elle a dû vendre son corps quelques nuits pour pouvoir assurer sa protection. Donc au moment où Blanche Dubois arrive chez sa sœur, on ne s'en rend pas compte tout de suite, mais elle est au bord du précipice, elle est au bord de la folie. Ça, c'est le passé essentiel. Bon. Après le passé immédiat, c'est un autre élément qui est important, qui va nous permettre de faire avancer chaque scène. C'est vraiment ce qui arrive au moment T, ou au moment T juste avant la scène. Donc par exemple, il y a une scène très importante où il y a un monologue très très connu de Blanche Dubois. Blanche Dubois, pour remettre dans son contexte, pour les comédiens, c'est un peu le Hamlet. C'est un rôle très très difficile à avoir, c'est un rôle très difficile à incarner, où on sait qu'on va se faire plus ou moins taper sur les doigts parce qu'on est un personnage au bord du précipice, mais il ne faut pas le jouer de façon trop obvious, quoi. Donc, il y a une scène très importante où Blanche va révéler le fond de sa pensée à sa sœur Stella. Et elle déteste son beau-frère, donc Marlon Brando, Kowalski, un Polonais rustre, mais vraiment rustre. Et elle va plus ou moins faire une comparaison avec des gorilles, les gorilles.
Et oui, l'homme des cavernes, c'est fini. Aujourd'hui, l'homme est civilisé, l'homme n'est pas parfait, mais on a quand même apporté de belles choses à l'humanité, comme l'art et la civilisation. Mais ton mari, c'est un orang-outan, il vient des cavernes. Ce qui s'est passé juste avant ce dialogue, enfin ce monologue où vraiment sa sœur va très mal le prendre, c'est que la veille, elles étaient sorties toutes les deux en ville, elles sont revenues un peu éméchées, un peu joyeuses, et le beau-frère jouait une partie de cartes avec ses amis, tout aussi rustre, et elle faisait trop de bruit. Stanley Kowalski, donc le beau-frère, était mais furieux, et à un moment donné, il prend l'autoradio, il le jette par la fenêtre. Donc il est très violent aussi. Et Blanche a très très peur pour la sécurité de sa jeune sœur. Blanche Dubois sort de l'appartement, mais Stella décide de passer la nuit, de rester auprès de son mari, alors qu'elle est enceinte et il est dans un état éméché et violent. Donc elle a passé toute une nuit à vraiment se faire les pires scénarios dans sa tête. Et au moment où elle arrive, elle ouvre la porte. Stella, ma sœur, comment vas-tu? Sa sœur est toute calme, etc. Et elle se rend pas compte de la gravité de la situation. Et là, Blanche Dubois va lui raconter que son mari est vraiment une brute et qu'elle ne devrait pas être avec lui. Et ça, vraiment, en tant que comédien, c'est très important de créer cette sensation d'avoir passé une nuit blanche à s'être inquiétée pour sa sœur. On imagine que, comme elle est inquiète, elle va d'autant plus boire parce que Blanche a des problèmes d'alcool. Et tout ça, il faut le créer. On ne va pas arriver sur scène en étant toute pimpante, en mode « Ah, Stella, comment vas-tu ?» Non, on n'a pas dormi la nuit, on a faim, on a peut-être mal au ventre, on a peut-être des courbatures. Tout ça, ça va beaucoup amener sur l'interprétation parce qu'on ne peut pas débiter notre texte de façon normale. On va avoir le souffle coupé, etc. Donc ça, c'est le passé immédiat. Donc passé essentiel, qui en est? Passé immédiat, qu'est-ce qui s'est passé juste avant? On a aussi l'autre thème important, hop, le super objectif, c'est ce qu'on va appeler tout simplement l'objectif dans la vie. Comme nous, quel est ton objectif dans la vie? Bah, c'est d'être artiste, c'est d'être un très grand mathématicien, etc. Mais là, dans le cadre d'une pièce ou d'un film, donc on a un cadre chronologique qui est plus restreint, c'est vraiment ce qui va permettre au personnage de se mettre en mouvement et d'avancer tout au long de l'histoire. Dans le cas de Blanche Dubois, on sait que elle a perdu son logis et qu'elle cherche juste à s'abriter. Elle n'a plus d'argent, elle n'a plus de toit sur sa tête. Et en plus de ça, elle a une très mauvaise réputation dans sa ville natale, vu que tout le monde sait qu'elle s'est prostituée. L'autre élément qui est important, c'est ce qu'on appelle les actions et sous-actions. Et là, c'est vraiment quelque chose qui a été très, très primordial, très important, un vrai pivot dans le jeu, tel qu'il a été enseigné en Occident. Stanislavski, quand on fait la méthode Stanislavski, en cours, on nous donne une liste, un petit papier avec des listes. Et les listes, c'est des actions, des verbes d'action. Ça va être s'informer, poser des questions, douter, confronter, ce genre de verbes. Et en fait, pour nous, en tant que comédiens, c'est très intéressant parce que ça nous permet d'avancer dans la scène. Parfois, on nous donne une scène, on passe un casting, on nous donne une scène, un dialogue. Ah, qu'est-ce que j'en fais? Je ne sais pas trop ce que j'en fais. Donc déjà, si on a créé le passé essentiel, on sait plus ou moins où on veut aller. Mais ça va nous permettre de diriger la scène et de ne pas être dans le flou artistique. Surtout parce que chez Stanislavski, on ne joue pas l'émotion. Et ça, c'est très, très important. On ne va pas dire, ah bah là, c'est une scène où on joue la colère. Ça peut pas marcher. Parce que sur le moment T, quand on joue une représentation, vous savez, on joue parfois 20 jours d'affilée. Parfois, le lendemain, bah non, je ressens pas la colère. Je vais ressentir quelque chose d'autre, peut-être la déception ou la lassitude. Donc, on ne peut pas se focaliser sur une idée de la scène. Donc là, par exemple, ça peut être... vous savez, quand on parle déjà, on le sent aussi dans la vie quotidienne. Je vais vous donner un exemple. Si je vous dis juste, ah, t'as fait la vaisselle? T'as fait la vaisselle, au fait? Ça peut être juste, ah, m'informer. Mais si je le dis d'une façon différente, ah, t'as fait la vaisselle? On peut se dire, ah, mais c'est un reproche. Et là, on le sait parce que de façon spontanée, en français, on dit, mais change de ton un peu, pourquoi tu me parles comme ça? Donc, c'est vraiment essayer d'être très clair dans ses intentions. Comme ça, ton partenaire de jeu, lui aussi, il sait ce qu'il reçoit, parce qu'en tant qu'acteur, on est là pour réagir à ce que l'autre nous donne. Il sait ce que tu donnes. Et les spectateurs aussi, ils comprennent ce qui arrive dans la scène, parce que parfois, si c'est juste que des émotions,
on se perd. Vraiment, on se perd. Ça peut être un surplus d'émotions. Il y a certains metteurs en scène, par exemple, là, je divague un peu, mais qui disent de faire attention à ne pas noyer le spectateur d'émotions. Vous voyez, il faut qu'il garde une certaine distance pour que ce soit aussi très vivable pour le comédien et pour le spectateur, parce qu'aussi il y a une notion de catharsis. Mais là, je m'éloigne. Donc vraiment tout ça, en fait, quand on comprend en fait les actions, on se rend compte qu'on fonctionne tous à partir de notre passé immédiat, mais passé essentiel aussi, de nos traumatismes, des choses qui ne sont pas résolues en nous depuis la petite enfance, ou peut-être si j'ai des problèmes avec la hiérarchie, des problèmes avec ma famille, des doutes par rapport à, je sais pas, ma sexualité, ou ça peut être des doutes par rapport à mon couple. Ça va bien montrer qu'on est fragile en fait, qu'on est des êtres avec plein de cabosses, plein de zones d'ombre, et que vraiment il ne faut pas juger un livre à sa couverture, comme on dit en anglais. Je ne sais pas si ça se dit en français. Et ça nous rend aussi, au fur et à mesure qu'on fait ce travail de comédien, de disséquer un rôle, disséquer une scène, de se dire ah mais qu'est-ce que je veux là, qu'est-ce que je veux là, qu'est-ce que vraiment est le plus important pour moi, pourquoi est-ce que je réagis comme ça. On se rend compte des dynamiques internes du personnage. Et quand on transpose sur la vie réelle, on se rend compte de nos propres dynamiques. C'est-à-dire que on va tous avoir des mécanismes d'autoprotection, des réflexes. Ah, on m'a dit ça, bah tout de suite, je vais l'interpréter ainsi. Mais pourquoi tu réagis ainsi en fait? Et ça, c'est vraiment un travail introspectif. Si vous allez voir un psy, j'imagine que c'est la même chose. J'ai jamais été chez un psy, mais je sais que souvent, il nous pose la question, parlez-moi de, ah, mais pourquoi avez-vous réagi ainsi? Est-ce que ça ne se rapproche pas d'une autre fois où vous avez aussi réagi ainsi? Et on commence à pouvoir déceler des certains automatismes, en fait, des conditionnements qu'on a, dont on est inconscient et finalement on en est victime. Quand on n'est pas conscient des choses, on subit la chose. Le fait de pouvoir mettre la lumière sur les choses, on va pouvoir avoir plus de contrôle dessus et on va pouvoir peu à peu dénouer les choses. Tac, tac, tac. Donc normalement, ça nous amène à être de plus en plus en paix avec nous, dans l'idéal, en tant que comédien, mais souvent les comédiens sont assez torturés, hein, on aime beaucoup parler de nous, etc. Souvent les comédiens qu'on lit dans Vogue, Marie-Claire, etc., ils disent je n'ai pas choisi ce rôle m'a choisi. Et c'est vrai, en fait, quand on nous donne un rôle, parfois on est un peu surpris et on a du mal avec le rôle parfois parce que ça nous fait traverser des zones d'ombre qu'on ne pensait pas avoir. Et c'est aussi l'aspect cathartique de l'art. Et à l'époque de la Grèce antique, vraiment, la pièce de théâtre avait une fonction sociale, vraiment de catharsis sociale, en fait, pour que le groupe puisse se purger de certaines émotions négatives ou qu'on n'arrive pas à process, je n'ai pas le mot en français, à digérer. Pardon, je ne fais pas du tout ma bilingue, mais c'est le cas. Donc, hop, je passe. Voilà. Donc du coup, le fait de traverser mes zones d'ombre et d'en faire la paix, ça m'a amené à avoir plus de tolérance envers moi-même, à être plus bienveillante envers moi-même, mais aussi envers les autres. Parce que souvent, on a beaucoup de préjugés sur comment on réagirait à telle ou telle situation. Je pense qu'on se reconnaît tous quand je dis que parfois on regarde un film et on se dit mais pourquoi il a fait ça? Mais non, c'est pas possible. Mais pourquoi tu as fait ça? J'aurais jamais fait ça. J'ai cette même réaction. Mais nous, en tant que comédien, on comprend pourquoi on a pris cette décision qui semble farfelue aux yeux des autres, mais pour nous, c'est un choix primordial, c'est un choix vital. C'est un choix vital de dire non à ce boulot qui rapportait des millions, par exemple. C'est un choix vital de quitter son mari malgré le fait d'avoir une famille et beaucoup de dettes ou de ne pas savoir où aller. Ce qui semble farfelu pour les autres, ce qui semble non réfléchi pour les autres, en tant que comédien, nous devons comprendre pourquoi le personnage réagit ainsi. Du coup, on a beaucoup moins de préjugés. Moi, je me souviens d'une discussion avec une amie qui était un peu montée un peu en ton. On parlait juste tout simplement de si on se faisait tromper par notre petit copain. Et moi, par exemple, j'étais persuadée que si jamais on me trompait, je garderais la tête haute et je serais très magnanime, etc. Le prof de théâtre en deuxième année m'a donné une pièce. J'ai pas compris
pourquoi, sur le moment, on m'a donné cette pièce. C'était Les larmes amères de Petra von Kant, où je jouais une femme plus âgée, qui était une styliste de renom, qui tombait follement amoureuse d'une jeune fille qu'elle allait aider à devenir mannequin. Et cette jeune fille finissait par la tromper. Et Petra avait des doutes. Et il y a une scène encore au petit matin où Petra lui demande, mais sans vouloir vraiment demander, sans vouloir crever l'abcès, où étais-tu hier soir? Et c'est à travers cette pièce que je me suis vraiment j'ai réalisé que finalement, il y a beaucoup de gens qui vivent non pas dans le déni parce que c'est juste qu'ils ne veulent pas, ils veulent se protéger, ils ne veulent pas briser leur illusion de vie sereine, leur petite bulle. Et c'est tout à fait humain, en fait. On n'a pas à juger ces personnes. Et vraiment, c'est quelque chose de très important pour les comédiens. Quand on nous donne un rôle, c'est qu'on ne peut pas juger un personnage. On ne peut pas juger un personnage. Moi, je pense encore à Jean-Paul Rouve qui a joué, interprété un rôle de prédateur sexuel il n'y a pas très longtemps. Et j'ai regardé ses interviews où il était visiblement troublé. Il se disait, mais je, je ne le comprends pas, cet homme. J'ai pas envie de le comprendre, mais en même temps, je le comprends. Enfin, il y a cette idée de, on rentre dans la peau du personnage et on peut pas le juger. Parce que si on juge un personnage, on ne pourra pas le défendre. Normalement, quand on nous donne un rôle, quand il y a une scène de dispute, on veut absolument que notre personnage ait raison. Donc jusqu'au bout, on va défendre, mais contre vents et marées, on va défendre notre personnage. Et du coup, le fait de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, littéralement, ça nous amène à avoir plus de tolérance et de compassion. On comprend que les gens sont faits de fragilités diverses et qu'ils cherchent à se protéger et qu'on ne doit pas les juger sans connaître toute l'histoire. La compassion, ça vient du latin compatior, je souffre avec. Je souffre avec, je suis une avec les autres et je ne juge pas. Nos fragilités, nos peurs, nos faiblesses nous rendent humains. Jouer, c'est comprendre les dynamismes internes et dynamiques avec les autres personnages. C'est d'avoir plus de compassion et de tolérance dans la vie quotidienne. Ça, c'est ce que m'a appris l'acting. Ça va beaucoup aider au niveau introspectif à être plus tolérante et plus à l'écoute et ne pas juger aussi vite. Ce qui m'amène ensuite à ma deuxième passion, et j'ai toujours fait les deux en parallèle, c'est la danse. Donc le cinéma, c'est plutôt un travail sur moi et la danse, c'est une ouverture vers l'autre. Alors, j'essaie de faire assez rapidement parce que j'aurais pu parler pendant très longtemps du cinéma, mais c'est compliqué. Voilà, donc d'abord on va parler du Kathak. Donc j'ai fait deux danses. Le Kathak, c'est l'une des 8 danses classiques de l'Inde. Donc je vous ai mis une petite carte. Vous avez le Kathak. Alors est-ce qu'on voit mon curseur? Ici c'est le Uttar Pradesh et jusqu'à côté vous avez le Rajasthan. Donc vous avez 8 danses classiques. Ce qu'on appelle les danses classiques en Inde, ce sont des danses qui vont strictement obéir à un traité qui a été écrit en 200 avant Jésus-Christ, s'appelle Natya Shastra, qui est très 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 important dans l'art classique indien. Et le Kathak fait partie de ces 8 danses. Et c'est la seule danse à avoir un double répertoire, et hindou et musulman. Donc c'est vraiment très très particulier au Kathak. Donc le Kathak, à l'origine, comme toutes les danses classiques en Inde, c'est une danse vraiment de dévotion. On a les premières traces 3000 ans avant Jésus-Christ dans la sculpture, mais vraiment des traces plus précises 400 ans avant Jésus-Christ. Donc les Kathakars, qui étaient les danseurs de Kathak, étaient véritablement des bardes, des danseurs ambulants qui voyageaient de village en village pour conter les histoires des dieux, parce que le public était illettré. Et on pense aussi aux temples, surtout au sud de l'Inde, qui sont richement colorés et décorés avec plein d'effigies de dieux. On a vraiment une sorte de bande dessinée autour du temple. Donc dans ces épopées, il y a notamment le Mahabharata et le Ramayana qui sont l'équivalent de l'Iliade et de l'Odyssée en Inde. Pourquoi le Kathak a une influence musulmane? Je vous mets la deuxième photo. Ici, vous avez le costume qu'on va appeler Moghol. C'est à cause de l'invasion par les Moghols, donc au XVIe siècle. Pendant 3 siècles, ils ont vécu en Inde. On va avoir un répertoire soufi qui va être présenté. Donc les Moghols vont sortir la danse des temples pour l'amener à la cour. Et les Moghols étaient un peuple très très raffiné qui mettait vraiment l'accent sur l'art.
Ils étaient des très grands patrons des danseurs des Katakal. Et évidemment, comme ils étaient musulmans, on ne pouvait pas aussi allègrement présenter des thèmes hindous. Et donc, on allait plutôt partir sur des poésies qu'on appelle ghazal, qui étaient écrites en ourdou, qui est un mélange de hindi et de farsi, donc la langue de l'Iran actuel. Euh, Moi, j'aime beaucoup les ghazals parce que, en fait, sous le jeu d'une attente, de cette nostalgie, de ce déchirement de ne pas être avec son amoureux, en fait, ça peut être une métaphore d'être séparé de l'être divin, de Dieu. Il y a aussi une particularité du Kathak comparé aux autres danses classiques, c'est que vous le voyez ici, on est sur une jambe tendue. Les autres danses classiques indiennes, on est toujours en demi-plié. Une des théories serait que les musulmans, donc les Moghols musulmans, pensaient que le demi-plié allait de facto en fait mettre l'accent sur la hanche et que c'était trop sensuel. Ça, c'est très important parce que ça va amener un autre langage corporel. On va être beaucoup plus rapide dans nos frappes de pied et on va être beaucoup plus rapide dans nos pirouettes. On est très très connu au Katak pour faire énormément de tours très très rapidement. Le record du monde, je crois que c'était 108 tours ou 130 tours d'affilée. Donc vous imaginez peut-être le tournis que c'est. Moi, j'ai le tournis au bout de 10 tours. Donc c'est assez compliqué. Et là, on le voit un petit peu. Je vais vous montrer un peu plus en détail. Là, on a entre 100 et 150 clochettes par cheville pour marquer les temps. On serait l'un des ancêtres du flamenco, par exemple. Et très rapidement, pendant le Raj, donc pendant l'Empire britannique, les danses étaient interdites et les danseuses étaient reléguées au bordel et assimilées à des prostituées. Et pour pouvoir maintenir la tradition, les maîtres de Katak ont commencé à enseigner de plus en plus aux hommes parce que eux n'étaient pas assujettis à ces règles de bienséance britanniques. L'autre danse que je pratique depuis 6 ans, c'est le Holi Tahiti. Donc là, vous avez deux costumes qui vont montrer vraiment les deux pratiques principales. On a à gauche là le Aparima, la danse narrative, et ici le Otea, la danse rythmée sur percussion. Donc très rapidement aussi, j'espère. Le Holi Tahiti, c'est une danse du peuple Maori. Donc le peuple Maori, c'est le peuple de la Polynésie française. On va avoir les Maoris en Nouvelle-Zélande, par exemple. Et c'était une danse qui était, contrairement au Katak, c'était une danse qui était pratiquée par le peuple en entier pour célébrer les grands moments d'une vie. Donc la naissance, un mariage, les funérailles, mais aussi la récolte et aussi, très important, les changements de saison. Parce que les Maoris, les Tahitiens, suivent beaucoup le calendrier, enfin les astres. Après, on a une confrérie qui s'appelle les Alioi, comme les Katakars, qui vont être vraiment des professionnels de la danse et du chant d'ailleurs, et qui vont se déplacer encore de village en village pour toujours narrer les histoires des dieux. On a les missionnaires qui sont arrivés en 1797, et ensuite on a eu la promulgation du code Pomaré. Donc Pomaré, c'était une reine. Donc le code qui porte son nom est un code très très strict qui a interdit la danse tahitienne. Au fur et à mesure, les règles se sont un peu assouplies et les Tahitiens pouvaient danser, mais en petit comité. Il y avait beaucoup de règles très compliquées. Ils pouvaient danser que les mardis, jeudis, je crois. Ils ne pouvaient pas plus de 10 personnes. Enfin, c'était très, très compliqué. Et du coup, le Holi Tahiti a beaucoup perdu de son essence, vu qu'on a dû l'édulcorer pour que les colons protestants et catholiques ne soient pas choqués. Donc, par exemple, on a les femmes qui dansaient en robe missionnaire. Ce qu'on appelle une robe missionnaire, c'est une robe col montée avec manches longues et vraiment tout le corps qui est couvert. Vous voyez bien que la danse actuelle est beaucoup plus dénudée. La grande renaissance de la danse tahitienne, on a droit à une institutrice qui s'appelait Madeleine Moua en 1956, qui a créé la première troupe professionnelle, Heiva. Et son coup de force, vraiment, son tour de magie, ça va être de persuader les jeunes filles de bonne famille de se former au Holi Tahiti. Et le fait de s'allier aux grandes familles tahitiennes, ça va montrer que ce n'est pas une danse de débauche. Elle va vraiment amener cet aspect noble à la danse. Aujourd'hui, vraiment, les Tahitiens, ils sont très, très fiers de la danse tahitienne et c'est vraiment un des socles de leur culture. Alors, du coup,
Maintenant, l'introduction est terminée. Je vais partir sur ça. Voilà. Pour moi, danser, c'est vraiment se laisser transporter par la musique sans réfléchir. C'est pouvoir se mouvoir dans l'espace. Et comme disait mon maître de katak, c'est aussi sculpter l'air. On sculpte l'air, on bouge dans l'espace sur un rythme. Le rythme, c'est quoi? C'est une pulsation, tout simplement. C'est une pulsation, quelle que soit la pulsation, mais c'est aussi très proche du battement de cœur. Le rythme naturel chez nous, c'est un battement de cœur. Et ce qui est très intéressant, c'est que chaque culture va avoir son propre rythme, vraiment son propre rythme. En France, on est plutôt, alors je ne suis pas musicienne, mais en tant que danseuse, je sais qu'on va beaucoup compter sur des 8 ans, des cycles de 8 ans, et 1, 2, 3, 4 et 8. En katak, on va commencer en tant que débutant sur un cycle en 16 temps. Tout va bien, c'est 2 fois 8. Mais on a des cycles très compliqués, 9 temps, et un cycle à 7 temps,5. Donc 7 temps et demi. Donc ça veut dire que nous, en tant qu'occidental, on a toujours l'impression d'être soit en demi-temps en dessous, soit en demi-temps en avance. Le Holi Tahiti, on est sur des rythmes, encore une fois, qui n'ont rien à voir. Les instruments percussifs sont très très différents. Et malgré tout, on arrive à danser. Malgré tout, moi, je vois des filles de tout horizon à la danse tahitienne. Et on arrive toutes à danser et à communiquer ensemble sur les percussions. Et finalement, c'est ce langage universel du rythme, du cœur, et de pouvoir passer outre les barrières de langue. On peut vraiment communiquer de cœur à cœur grâce au rythme. En katak, le rythme, c'est vraiment notre langage. Donc là, j'ai une photo de Jugal Bandi. Jugal Bandi, c'est une joute, c'est une sorte de battle entre un danseur et un instrumentiste. Donc ça peut être un flûtiste, mais ici, c'est le joueur de tabla. Le tabla, c'est nos percussions phares en katak. Je dis souvent que dans mon cœur, en fait, c'est pas un cœur qui bat, c'est un tabla. Vraiment, dès que j'entends du tabla, ça me met comme ça. Euh, En katak, quand on va discuter avec le tabliste, on va utiliser ce qu'on appelle des bols. Ce sont des sons, des syllabes mémotechniques. Donc, on va dire ta din din da, ta din din da. Et vraiment, ça m'a rendu folle au début de mon apprentissage. Quand on doit noter notre chorégraphie avec notre maître, on doit juste noter les syllabes. Je ne sais pas si vous imaginez comment on peut retenir une chorégraphie en ayant les syllabes notées sur un carnet. Pour moi, c'est très, très compliqué cette histoire. Et là, en fait, dans le Jugal Bandi, c'est vraiment pour montrer la virtuosité et de l'instrumentiste et du danseur. Donc souvent, ça va commencer par le joueur de tabla qui va énoncer une phrase rythmique. Da 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 da. C'est de l'improvisation. Le danseur, ah, ok, je le danse, j'arrive à le danser. Ah, moi je joue du tabla. Ok, on va reprendre la même phrase rythmique, mais on va ajouter un motif. Et ensuite un motif, et un motif, et un motif. Et à la fin du récital, on assiste à une véritable explosion rythmique. Et les deux vont toujours se challenger. Et sans, encore une fois, parler un seul mot de français ou de hindi, par exemple. On ne parle que à travers les syllabes. Donc c'est vraiment un langage en soi, le rythme. Danser, quand on fait de la danse tahitienne et la danse indienne, c'est aussi découvrir une autre langue. Et en plus de ça, découvrir d'autres concepts. Donc en katak, on va danser sur des chansons en sanskrit ou des chansons en ourdou, donc. Et en tahitien, on va danser sur du Reo Tahiti, le tahitien. Et encore mieux, en Oli Tahiti, on doit chanter en même temps. Donc, je vous imagine pas les casseroles, parce qu'en plus de ça, chanter, c'est compliqué, mais quand on a le corps qui bouge et qu'on donne tout sur scène, on chante, c'est très, très difficile de garder le souffle. Mais on n'est pas là pour juger de la justesse du son, et ça, c'est aussi quelque chose de très libérateur en tant qu'occidental. C'est que tout le monde chante à Tahiti, tout le monde chante, tout le monde danse. Et pour petite anecdote, Jacques Brel, quand il est arrivé aux Marquises, il voulait s'installer là-bas. Au village, on dit, bah non, tu peux t'installer que si tu apportes quelque chose au village. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis chanteur. Ah oui, mais tout le monde chante à Tahiti. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené son petit coucou pour délivrer le courrier postal. Bon. Donc là, par exemple, un des concepts très, très importants dans la danse tahitienne, c'est le mana. Le mana, c'est l'énergie. C'est l'énergie spirituelle, c'est ce qu'on ressent et qui habite chaque endroit, chaque être vivant, mais aussi des choses inanimées, mais qu'on considère comme majestueuses. Par exemple, moi, je suis arrivée sur une des plages noires de l'île principale de Tahiti, à Marina.
Et je me suis mise à rire. Mais j'étais en train de rire non-stop, et je sentais comme l'énergie d'un dauphin, comme l'énergie d'un enfant. C'était très pur, très cristallin. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on a du mal à définir avec nos propres termes français, parce que la langue française, c'est comme une langue très cartésienne. Et en danse tahitienne, donc on va aussi retrouver dans les haka des Maoris, on va souvent faire ce geste-là. Et ça, c'est le mana. C'est l'énergie qui circule entre nous, en nous et entre nous. Et c'est quelque chose qu'on ressent. On va aussi penser tout simplement, ah, j'ai reçu des frissons. Mais c'est quelque chose qui nous porte. Il y a quelque chose de plus grand qui nous porte dans la danse tahitienne. Et la danse tahitienne est très, très liée aux dieux. À leurs dieux, ils ont leur propre panthéon, mais aussi à la terre. Donc là, on a une image, je crois, de Moreira. C'est le Fénois. Le respect total à la terre et aux océans est très, très important. Ils sont très, très liés à la nature à Tahiti. Pour ressentir le mana, il suffit d'ouvrir son cœur, en fait, et de sortir des préjugés mentaux qu'on peut avoir en tant qu'occidental. Un autre concept, cette fois-ci en kathak et en danse indienne en général, c'est le raga. Alors, c'est très compliqué à expliquer. Le raga, en fait, c'est un cadre mélodique qu'on va retrouver dans la musique classique indienne. Donc, on a plusieurs systèmes de musique indienne. On a la musique hindustanie, carnatique, etc. Et le raga, il est lié à une émotion et à un moment de la journée et même à une saison. Donc là, mon raga préféré s'appelle le raga d'Albari et c'est vraiment un raga qu'on va jouer au beau milieu de la nuit, donc de minuit à 3 heures du matin. Et c'est un raga qui va être très majestueux, très posé, qui va nous amener plus en plus à rentrer en soi, à l'introspection et à méditer. Ça va pas du tout un darbari, un raga qu'on peut jouer en pleine journée, par exemple. Le matin, on joue par exemple le baravi, je crois, parce que le raga doit vraiment nous amener à l'émotion adéquate au moment de la journée. Le matin, on a besoin d'énergie. Le midi, on a le feu du midi, Agni, qui est là. On a des choses en jouer. Après, ça commence à se calmer à partir des 18h, 20h et minuit. Et donc, on a le raga d'Albani. Ça, encore en musique occidentale, je ne pense pas qu'on ait ça du tout, le raga. On va parler de ce que ça nous procure, une atmosphère. Mais là, le raga, c'est vraiment quelque chose, encore une fois, de très, très codifié. Très, très codifié. On ne peut pas improviser de nouvelles règles dans le raga. On ne peut pas créer ou moderniser le raga. Le raga, c'est le raga. Et il est comme ça depuis des millénaires. Là. Ce qu'on a en commun avec le Kathak et le Holi Tahiti, c'est que ce sont des danses narratives. Donc, si je reviens juste en arrière, excusez-moi. Hop là. Là, ici, en beige, on a un aparima. Donc, aparima, c'est danser avec les mains. Lima, c'est la main. Donc, on va raconter des histoires des dieux. Euh, on va raconter aussi des histoires qui vont lier la communauté, les activités de groupe, par exemple fabriquer du monoï, fabriquer le tapa. Le tapa, c'est une étoffe naturelle faite à partir d'écorce. La pêche, voilà. Construire un radeau ensemble, qu'est-ce que ça va donner? Et on peut raconter tout ça avec nos petites mains en Holi Tahiti et aussi en Kathak. Donc, toutes les danses indiennes, on a ce qu'on appelle des mudras, ce sont des gestes codifiés. Et encore une fois, on ne peut pas les modifier, on ne peut pas les moderniser. Ils sont écrits dans le Natya Shastra, il faut vraiment les respecter. Là, on voit ici tout de suite, moi je reconnais en bleu, on a Krishna, donc il y a un avatar de Vishnu, une incarnation de Vishnu, le grand Dieu. Et ici, on a donc cette dulcinée Radha. Si je fais ça, c'est une flûte. Ça, c'est un Bharatanatyam. C'est une flûte. Donc, on sait c'est Krishna. Kathak, on va plutôt avoir ce geste-là pour la flûte. Mais dès qu'on a quelque chose vers la bouche, comme ça, tout de suite, ah, en tant qu'Indien, on sait que c'est Krishna. Donc, ces danses sont très, très codifiées, beaucoup plus que le pantomime, par exemple, si on prend un comparatif français. On a bien le pantomime dans le ballet, mais c'est quelque chose d'assez anecdotique, ou c'est plus en option. C'est plus, ah, je vais interpréter je sais pas, la bayadère, il faut que j'apprenne à interpréter le rôle. En kathak, on apprend tout de suite à interpréter. Ça, c'est vraiment indissociable parce que, par exemple, la première danse d'un récital de kathak, ça va être une danse propiatoire, ça va être une danse souvent dédiée au dieu ou au maître, au gourou.
mais c'est souvent Dieu. Et là, on a la photo de Shiva Nataraj, donc Shiva, le danseur cosmique, qui, grâce à sa danse, va détruire l'univers pour pouvoir amener la renaissance. Donc la dévotion, qu'on appelle Bhakti, est au cœur même de cette narration au Holy Tahiti, en Holy Tahiti et au Katak. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le fait de mimer, finalement, même si vous ne connaissez pas tous les mudras, parce qu'il y en a énormément, surtout en danse indienne, il y a beaucoup de combinaisons, on comprend quand même. Et encore une fois, on est dans ce langage universel où on n'a pas besoin de l'intellect pour comprendre quelque chose. Il suffit juste d'être ouvert du cœur et le cœur va frémir, le cœur va ressentir, le cœur va tout comprendre en fait. Et souvent, on a les mots qui nous font défaut quand on veut parler d'émotions. Mais moi, je me perds beaucoup dans mes mots aujourd'hui, je suis désolée. J'ai pas l'habitude de parler autant. Par exemple, j'ai pas réussi à trouver d'extrait, on a un très grand maître de Kathak qui s'appelle Bilju Maharaji, qui va interpréter le jeune Krishna, un tout petit bébé qui va voler du ghee, donc le beurre clarifié, dans un pot, dans une jarre, que cache sa mère parce qu'elle sait que Krishna va vouloir toujours voler du ghee. Et on voit un vieux monsieur de 70 ans prendre du ghee et le manger avec gourmandise et essayer de se cacher comme ça. Donc on voit des grands yeux tout d'un coup et sur son visage, on voit tout de suite un petit garçon et c'est assez fou parce qu'il a 70 ans le monsieur à l'époque. Et on comprend tout en fait, même sans parler le sanskrit, sans même connaître l'histoire de Krishna. On comprend que c'est un petit garçon qui a fait une bêtise. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on n'a pas besoin de concepts, on n'a pas besoin d'utiliser notre cerveau constamment, parce que finalement, c'est notre tête qui crée des troubles avec l'autre. C'est notre tête qui crée les guerres, j'en suis persuadée. Alors, très rapidement, là, pour moi, danser, c'est aussi sortir de mon conditionnement physique, autant qu'occidental, on va dire. Si je prends comme comparatif encore le ballet occidental, vraiment sur pointe, etc., on n'utilise pas du tout les hanches. La danse tahitienne, évidemment, c'est les hanches dans tous les sens et avec énormément de vigueur, énormément de vigueur. Il faut être très très bien situé, sinon on se fait très très mal au l'envers. Là, j'ai une image d'une très belle danseuse, Onaku, qui est enceinte et elle a pile poil les mains sur ce qu'on appelle le pito. Donc, c'est le bas-ventre en fait de la femme qu'on va faire comme ça en danse. Le pito, c'est le centre de notre énergie vitale. Et c'est très important en danse tahitienne. On va avoir une danse qui est très, très ancrée, qui est très dans le sol. On va toujours être en fléchi, fléchi, fléchi. Ça fait très, très mal aux cuisses et aux genoux. Là, on voit Mariva Bouchot qui interprète un haka. Donc, c'est aussi une énergie très, très masculine, très vive, très vigoureuse. Et pareil, en ballet occidental, on n'aura pas du tout cette énergie-là. Et ça nous amène, nous, à apprendre à sortir de notre petit carcan et de défaire en fait nos peurs de ah non, je ne dois pas prendre de l'espace, je ne dois pas prendre de l'espace même ne serait-ce qu'avec ma voix, parce qu'avec le haka, on doit crier vraiment, on doit prendre l'espace avec notre voix. Pareil, le apalima, donc les danses narratives, on doit chanter. Et moi, quand on chante pas assez fort, ma prof passe dans les rangs et me dit plus fort, plus fort, plus fort. Et on doit crier vraiment. Et quand on va voir le Heiva, donc la grande célébration des arts traditionnels à Tahiti, on a des frissons. On ne peut pas ne pas avoir de frissons. On a une centaine de danseurs sur scène qui vont tous crier, enfin chanter à l'unisson. Et on a les décibels qui arrivent et vraiment on a le corps qui palpite. En katak, c'est un autre style. Hop là, donc j'avais parlé des grelots, donc là, on doit en avoir 150. Hein. On est très connu donc pour nos pirouettes. Et la grande question chez moi, on m'a toujours demandé, mais pourquoi es-tu aussi expressive? Est-ce que tu es expressive parce que tu es comédienne ou est-ce que c'est parce que tu es danseuse? En katak, on est aussi très très expressif. On doit tout dire avec notre tête, nos visages et nos mains. Et peut-être que je suis devenue plus expressive dans mon corps grâce au katak. Je sais que je dodeline parfois de la tête. Et ça, ce qui est très très drôle, c'est que les premiers cours de katak, on se dit tous, ah mais comment je vais apprendre à dodeliner de la tête? Vous savez, les Indiens font souvent ça. Là, je le fais très très mal exprès. Et finalement, notre maître ne l'a jamais appris en cours. Et jamais. Elle s'est dit, ah tiens, on va apprendre à dodeliner de la tête. On a fait notre apprentissage des bases, donc comment placer les mains, faire des tours, etc. Et au moment où il fallait
de deviner de la tête, c'est sorti tout seul. Parce qu'on avait intégré dans notre corps cette façon de bouger à l'indienne, je pense. Je sais pas, j'ai pas d'explication. Mais toutes les filles à la danse indienne savent de deviner de la tête de façon très naturelle et spontanée. Et même quand c'est pas écrit dans la danse, on va le faire de façon naturelle parce que notre corps, l'énergie nous amène à bouger un peu. Voilà. Ah, j'ai pas de photo. Pour moi aussi, ce qui est intéressant dans la danse, c'est que ça m'amène encore plus à voyager. Parce que pour étudier comme il faut la danse, il faut aller sur place. Et on comprend des choses qu'on n'aurait jamais pu comprendre en restant en France. Moi, à Tahiti, j'ai compris que les danseuses étaient très nonchalantes. Je ne sais pas si vous imaginez, pour elles, c'est un dimanche après-midi. Elles sont pas du tout dans la performance, elles sont, enfin, évidemment, elles sont très rigoureuses, etc. Mais elles n'ont pas cet aspect performatif qu'on aura en France, côté cartésien de je dois tout faire bien. C'est très naturel, ça vient de leur culture. C'est encore une fois une danse qui est pratiquée par à peu près tout le monde, hein. Il y a aussi les écoliers, mes cousins aussi font le Heiva, donc la grande compétition annuelle. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de leur quotidien. Euh, En Inde aussi, on comprend beaucoup de choses sur l'espace public, sur comment prendre sa place, comment dire, comment se mouvoir aussi. Le fait de porter des saris, ça nous apprend aussi comment se mouvoir, parce que c'est un tissu qui est très très fluide en fait. Donc moi j'ai fait des cours de danse à peu près partout, hein, et je me suis retrouvée en Espagne, à Grenade, en Andalousie, à un cours de danse orientale, parce que j'en ai fait un petit peu. Et je ne comprenais presque rien à ce qui se passait, mais vraiment rien. Ils parlaient en espagnol très très vite, mais je dansais. Pareil, à Bombay, j'ai fait des cours de Bollywood. Ils parlaient en hindi, la chanson était en hindi, c'était apparemment très très beau. Je ne comprenais rien, mais je dansais. Et c'est ça qui est magique, c'est que on peut danser, on peut se comprendre sans avoir accès au langage. Et à chaque fois qu'on voyage en tant que danseuse, on sait quand on va à un cours qu'on va être accueilli. Moi, quand on a une danseuse, on a beaucoup de danseuses du Mexique et du Japon parce que le Oli Tahiti est très très connu là-bas, très très populaire. Quand elles viennent dans notre école, nous, on se fait un plaisir de les recevoir, de parfois devenir un guide pour la journée, de vraiment créer le meilleur souvenir possible pour elles. Et moi-même, quand je vais en Asie pour danser, je sais que j'ai une famille qui m'attend. Par exemple, je sais qu'à Séoul, j'ai une professeure de danse tahitienne qui m'attend avec toute l'école et c'est ça qui est beau en fait. La danse, ça nous permet de créer des liens de façon spontanée, de partager la joie et de communiquer de cœur à cœur sans passer par l'intellect. Ça me permet de communier, ça m'amène à voyager au sens propre comme au sens figuré. Car même en étant à Paris, si je danse du Kathak, je suis en Inde. Si je danse du Holi Tahiti, je suis à Tahiti sur les plages. Ça me permet d'élargir mon horizon, le corps en expansion et le cœur au diapason. Tada! Tada, bravo. Félicitations. Bravo. Parcours, mais Merci, c'est 20 merci, ans de pratique Maïsouk. artistique à résumer. Ah, je croyais que vous avez fini, c'est pour ça que vous avez dit tada. Ok, ok. Non, mais merci, merci beaucoup, Manisouk, pour votre présentation. Sincèrement, ça nous a amené dans un autre univers. En tout cas, merci, merci pour ce partage sincère, merci qui est lumineux au nom aussi de l'Association de Lumière française, hein. Et vraiment, à travers vos mots, on a ressenti voilà, beaucoup de choses. D'abord, la profondeur de la méthode Stanislavski. C'est magnifique théâtre, la danse, en plus de théâtre, l'aspect spirituel, beaucoup de choses. Et moi sincèrement, en t'écoutant, j'étais particulièrement touché parce que moi aussi, j'ai eu la chance d'être formé à la méthode Stanislavski pendant 4 ans d'années de théâtre. Et d'ailleurs, il y a mon professeur à Rabia qui est avec nous aussi aujourd'hui, qui habite aux Émirats Arabes Unis. Il est avec nous aussi parce que quand il a su qu'il y a une adepte de Stanislavski qui va être avec nous, il est arrivé avec nous et participe avec nous à cette conférence. Et je sais par expérience combien cette approche va loin et se contente pas d'enseigner comment jouer juste, comme vous avez dit, mais
il nous apprend à vivre réellement chaque émotion et puiser dans notre mémoire, quand vous avez montré notre corps, notre vérité, parce que chaque geste compte, chaque regard, il doit être sincère. Et c'est ça, et tout ça mélangé avec ce que vous avez évoqué sur le katak, cette danse indienne, sur le corps qui raconte, sur le ori Tahiti. Maintenant, je le prononce très très bien parce qu'au début de l'introduction, je l'ai pas très bien prononcé, mais donc la danse polynésienne, donc je ne savais pas, mais voilà, on a senti la joie, la liberté, la vibration, et même avec que je l'ai noté, le raga d'Arbari, Ouais, c'est magique. j'ai écouté. Cette musique indienne qui, à un moment donné, où je pense que vous avez dit de 3 heures de minuit à 3 heures du matin, c'est incroyable. 3 Moi, heures je ne du savais matin. pas. Voilà, exactement. Donc, voilà, c'est une véritable fusion entre le théâtre, la danse, des fois la spiritualité, la touche personnelle avec la danse. C'est ce qu'on, sincèrement, on a été emmené dans cette profondeur. Et ce que tu nous as transmis ce soir, voilà, c'est que de l'idée que ce l'art n'est pas juste de la parole ou juste un geste, mais c'est vraiment un langage universel et un pont entre culture et les âmes et surtout un chemin de présence, un chemin de compassion. Et je tiens à te remercier sincèrement, Manisouk, pour cette traversée de l'Orient à l'Occident, même de fois de l'Occident à l'Orient. C'est un vrai pont qu'on a ressenti aujourd'hui dans cette conférence. Et voilà, il y a la rigueur de la méthode de Stanislavski, la liberté du corps avec les danses, la liberté des émotions, avec ce que vous avez évoqué sur le Ori Tahiti, il y a la beauté du geste, il y a beaucoup de choses, c'est incroyable. Et voilà, donc moi, si je parle, je vais m'exprimer à chaque fois avec aisance à ce sujet-là sur l'art et surtout sur le théâtre. C'est quelque chose d'incroyablement magique. Donc voilà, nous allons maintenant ouvrir un moment d'échange, si vous permettez, Mélissa, si vous avez Oui, allez-y, je suis lancée. quelques minutes, bien évidemment, je sais que je sais c'est il est 21 heures, mais on va ouvrir un échange avec tout le monde, même sur Facebook pour les personnes voilà, qui veulent demander voilà, éclaircissements, des questions, n'hésitez pas. La même chose sur Zoom. N'hésitez pas aussi, si pour les personnes qui veulent vraiment intervenir, voilà, juste lever la main sur Zoom et je vais vous donner la parole. Et par la suite, donc voilà, vous êtes chaleureusement invité à poser vos questions, partager aussi ce que vous avez ressenti pendant cette rencontre, mais aussi pour qu'on lance la discussion. Voilà, je vais me lancer moi-même. Je vais poser une question sur la première partie de ta présentation, Manisouk, sur la méthode Stanislavski. C'est vrai que on sait que la méthode, elle invite ce qu'on appelle la mémoire émotionnelle, elle invite à la concentration des fois, à la présence, mais d'une façon fluide, naturelle. Pour vous, je sais que vous avez fait ça à travers beaucoup d'autres disciples sur la danse et tout ça, mais pour vous, vous êtes bien évidemment comédienne et actrice. Comment vous vous préparez avant d'entrer sur scène? Est-ce qu'il y a-t-il un rituel, y a-t-il une méditation, y a-t-il une respiration particulière? Comment vous affrontez la scène à chaque fois, autant que, voilà, que comédienne de théâtre? Alors, dans mon école, l'AIT Blanche-Salin Paul Weaver, la première année, on n'avait que des improvisations et on nous apprenait aussi à nous relaxer, à être dans la détente corporelle parce qu'on ne pouvait pas jouer avec un corps qui était tout tendu. Donc, on a fait beaucoup de relaxation allongée, vraiment à essayer de faire un body scan, etc. C'était très déconcertant au début. En tant que comédien, on avait juste de monter sur scène et de déclamer du texte. Mais vraiment, je reste sur la préparation physique comme à la danse. C'est vraiment, je m'étire, j'écoute de la musique douce. J'essaye de pas trop tout de suite me mettre dans le personnage parce que ça peut créer des préjugés de jeu. Mais un peu avant, je vais me remémorer qui je suis, où je vais. Donc mon super objectif. Et forcément, sur le premier acte, première scène, on va penser à ce qui s'est passé juste avant. Moi, je travaille beaucoup plus sur la détente et même à la danse aussi, à la détente. Que ce soit le katak ou la danse tahitienne, on a beaucoup d'improvisation. Alors, je ne suis pas très très forte dans ça, justement, parce que je n'ai pas encore cette détente, ce qui fait que on n'essaye pas d'anticiper ce qui va arriver. Ce qui est très drôle et magique en tant que comédien, c'est qu'on a accès à tout le script, on a accès à toute la pièce,
mais on ne doit pas anticiper ce qui va arriver. On doit rester dans le moment et pour ça, il faut juste être détendu pour pouvoir recevoir ce que nous donne le texte et le partenaire de jeu. Hop, ah oui, j'étais en mute. Merci, merci Manisou pour ta réponse. Donc, je donne la parole voilà, au public. Ah oui, Monsieur Rabi, Master Rabi Al-Idrissi, je vous invite à, vas-y, à poser votre question. Bonsoir tout le monde. Depuis l'Imarat, c'est ça, alors. Ah ouais, de l'Imarat. Merci Vas-y. beaucoup pour cette conférence. Merci pour l'acteur Monisaku, comme ça. Magnifique. Manisuko, c'est Magnifique. asiatique. Ah ouais. Merci Monsieur Anwar, le président de cette association. Merci pour toutes les présents. Monsieur Mabrouk et tout le monde. Vraiment, je suis heureux, je suis très satisfait pour cette rencontre de l'art, du théâtre. Et Stanislavski, c'est mon père spirituel au niveau du théâtre. Le début, j'ai commencé par l'écoute. J'ai pas vu l'image. Pour moi, c'est une Française qui est en train de parler. Mais après, quand j'ai vu l'image, vraiment, c'est un choc positif. Vraiment, la prononciation est idéale. Vraiment, la prononciation, c'est française et idéale. Et ce que vous avez partagé sur la méthode de Stanislavski, vous les maîtrisez très, très bien. Vous avez arrivé à banaliser les choses. Je crois, c'est grâce à votre culture asiatique qui est le chant et la danse dedans et l'expérimentation vraie sur la culture de Zen, le Tai Chi, et toutes ces expériences. Ils ont l'impact pour créer une belle actrice et un bon acteur. J'ai bien aimé ce que tu as présenté, trop professionnel, trop profond, et c'est pas facile. Un acteur parler sur le théâtre, parler sur son travail. L'acteur, il aime bien toujours son rôle parle de lui. Et tu peux demander, tu peux questionner mon personnage, je dis c'est ma vie personnelle tranquille. Oui. Si tu me permets de demander une question, moi, j'ai l'impact du théâtre, la méthode de Stanislavski sur ma vie personnelle, sur mes projets, comment j'ai trouvé toujours des solutions énormes pour n'importe quel problème. Ça veut dire, quand j'ai découvert des problèmes, soit dans la vie professionnelle ou la vie personnelle, c'est le jour idéal pour que j'arrive à présenter quelque chose de nouveau pour l'humanité. Je veux avoir de quel niveau Stanislavski, le théâtre, le jeu d'acteur, à vous aider à trouver des solutions pour être bien équilibré dans votre vie professionnelle ou personnelle. Merci. Vie personnelle, bah vraiment, un jour, j'étais en pleine dispute avec mon frère, tout simplement. Et au fur et à mesure, j'étais en train de déceler ses sous-actions. Je me disais, ah tiens, il cherche à me questionner, me mettre en doute, me confronter. Et du coup, j'ai réussi à dénouer un peu, à déjouer ces embuscades et à être plus dans l'écoute. Et à un moment, je lui ai posé la question, mais pourquoi réagis-tu ainsi? Et donc, j'ai essayé de comprendre son mécanisme pour pouvoir lui apporter une solution. Donc ça, c'était vraiment une manifestation de Stanislavski dans ma vie personnelle. Et dans la vie professionnelle, bah, tout simplement, quand j'étais à Londres, en tant que comédienne française absolument pas connue, j'avais même pas d'agent, etc. Parfois, j'arrivais sur des castings où c'était des castings en groupe, parce qu'on devait trouver plusieurs acteurs en même temps, ou sinon, ils aiment bien faire jouer ensemble à Londres pour les castings parfois. Et on me demandait, ah, qu'as-tu étudié? C'est quoi ta méthode? Ah, et heureusement que j'avais Stanislavski, parce que du coup, les comédiens disaient, ah, c'est bon, on peut travailler avec toi. On peut travailler avec toi même si tu es française, même si tu parles pas parfaitement anglais, par exemple. Et ça a été vraiment un levier pour moi à Londres parce que du coup, dès que je me présentais, ah oui, j'ai étudié Stanislavski, ils avaient plus cette barrière de, ah, c'est une actrice française. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et on avait forcément les mêmes outils de travail. Donc c'était parfait. Merci, merci Manisouk. Merci, Merci. merci. J'ai oublié le micro. Merci Vas-y. beaucoup. Merci infiniment. Merci, docteur Rabia.
qui nous vient de l'Émirat. Ça fait énormément plaisir de voir des personnes de partout du monde qui nous parlent et qui participent avec nous à cette belle rencontre aussi. Donc, je donne la parole à Aziza du Maroc. Je vous donne bien sûr, Aziza, vas-y, à vous la parole. Merci beaucoup à vous, Manisou, pour cette présentation profondément inspirante. Et avant tout, je tiens à remercier chaleureusement l'Association des Lumières françaises pour l'organisation de ces conférences qui ont une valeur humaine et culturelle exceptionnelle. Ils nous offrent un véritable espace d'échange, de réflexion et d'ouverture. Donc, merci beaucoup, Anouar, le président, et bien sûr l'équipe exécutive. J'ai été particulièrement touchée par la manière dont vous avez relié la méthode Stanislavski à la notion d'ouverture à l'autre et vous avez montré que l'art, au-delà de la performance, peut devenir un chemin vers la compassion et le dialogue culturel où l'acteur, en se connectant à ses émotions sincères, rejoint celles des autres. En vous écoutant, je me suis demandé si pour vous, cette quête de vérité intérieure, chère à Stanislavski, n'est pas aussi une forme d'empathie universelle. Comprendre un personnage, c'est peut-être apprendre à comprendre l'être humain dans toute sa complexité. Et dans un monde souvent marqué par l'indifférence ou la distance, votre approche nous rappelle combien l'art peut être un langage commun, un pont entre les cultures et les sensibilités. Donc, ma question, et j'aimerais très bien vous poser cette question et avoir une réponse. Donc, selon votre expérience, qui était bien sûr diversifiée, comment un artiste peut maintenir cette ouverture et cette sincérité, surtout la sincérité, tout en se protégeant émotionnellement face à l'intensité du travail artistique. Et merci Ah là beaucoup. là, quelle question. On a du mal parfois. C'est ce qu'on apprend souvent au fur et à mesure des expériences. Et moi, l'école de théâtre m'a beaucoup aidée parce qu'on apprend à avoir de la distance, à se dire ah, faut quand même garder une certaine distance entre nous et le personnage parce que sinon on va prendre les choses personnellement. Et il faut savoir se protéger pour pouvoir durer en fait, pour pouvoir durer et pour pouvoir tout simplement être heureux. On fait ça parce qu'on aime le métier et non pas pour se flageller. Le plus important, c'est de garder en mémoire pourquoi on fait ça. Et en tant qu'acteur, je pense que le plus important, c'est de porter l'histoire et de savoir que on va trop s'associer au personnage et on va peut-être desservir l'histoire, en fait. Vous voyez, il faut vraiment rester euh, un acteur au service de l'histoire. Et même par rapport à la danse, on est au service de la danse, d'une chorégraphie pensée par le chorégraphe. Dans le cas de la danse indienne et la danse tahitienne, on doit aussi ce respect à toute la culture indienne et toute la culture tahitienne. Penser à autre chose, plus grand, à quelque chose de plus grand que nous, va nous permettre de prendre aussi de la distance et ne pas tout ramener à nous et encore plus vivre trop intensément les choses et se protéger. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais c'est comme ça que je le sens. Oui, merci beaucoup et merci pour le partage. Merci Aziza, merci Manissou. Donc, je donne la parole à Amanallah. Merci. Je suis vraiment content et heureux. Et aussi, donc, je te félicite pour cette belle, très belle cette belle conférence et de ce partage avec nous. Et vraiment, on a voyagé avec toi, Manisouk, entre l'art et euh, j'ai j'ai perdu les mots, mais entre l'art, l'acting et aussi vers toutes les danses et tout ça, on a vraiment voyagé vers l'Inde et partout dans le monde. Donc, on a fait des va-et-vient. Donc, je n'ai pas de questions, mais j'ai voulu partager avec toi ce que j'ai senti de cette conférence et de ton partage de ton parcours. Je te remercie une autre fois. Voilà, voilà. Vous Merci. voulez des précisions sur le katak, etc. Vous pouvez me demander. J'ai été assez rapidement pendant la présentation. J'ai même bafouillé plusieurs fois. Je suis désolée. Non, pas de souci.
pense aussi qu'on a une question de docteur Fahed. Vas-y, qui a ouvert le micro si vous voulez, si tu veux poser ta question, Oui, vas-y. effectivement, en fait, j'arrivais pas à lever la main pour prendre la parole. Ah, bien. En fait, désolé. Mais en fait, je souhaitais, oui, poser une question. En fait, malheureusement, j'ai raté un peu le début. Mais en fait, même si Madame dit qu'en fait, elle a fait un peu certains côtés et qu'il y avait un peu l'intrépidation là-dedans, mais franchement, c'était une belle expérience, un voyage temporo-spatial. En fait, moi, en tout cas, vous avez réussi à nous envoler avec vous, en fait, via vos explications, en fait, que ce soit dans les divers pays du monde. Et ça traduit un peu l'intitulé un peu de cette conférence, que ce soit l'ouverture, la compassion. Moi, en fait, ça m'a intéressé aussi quand vous avez parlé en fait d'énergie. Quand, quand on fait une danse, en fait, plutôt qu'une autre, en fait, qu'on se focalise sur une certaine énergie, ou par exemple sur le plan danse, en fait, on va bouger plutôt les hanches en flexion, ou que ce soit au niveau indien, en fait, par exemple, au niveau du hochement de la tête, ou je sais pas comment vous l'avez dit exactement. En fait, est-ce que le fait d'avoir voyagé, par exemple, in situ, et d'avoir dansé, et même si on ne connaît pas en fait la langue, vous avez dit en fait que vous avez réussi à danser en fait en symbiose et en rythme avec les danseurs là-bas, j'imagine. Est-ce que en fait ça aide pour sentir un peu cette énergie? Et est-ce que, une deuxième question, en fait, comment faire, en fait, si jamais, euh, je dirais, à travers votre expérience, qui est quand même quelqu'un assez riche, est-ce que vous avez réussi quelque part, via les différents moments de la vie, par exemple, à vous créer un certain style en fonction des circonstances? Voilà, j'étais un peu curieux de savoir, en fait, si, à travers toutes ces expériences, en fait, que vous avez réussi quand même à avoir à votre style, ou que ça se configure en fonction de votre expérience du moment. Ouais, Voilà. Et merci encore pour cette belle présentation. merci. Bah, oui, l'énergie in situ est différente et nous permet vraiment de comprendre les choses que parfois les maîtres ou les profs essaient de nous expliquer pendant des semaines et des mois, qu'on va pas vraiment saisir. Et qu'une fois qu'on est sur place, on le ressent en fait. On n'a plus besoin de concepts. Moi, vraiment, c'était à Tahiti, cette notion de nonchalance. Et quand j'en parlais juste hier encore à des danseuses parce on a pris un verre ensemble. Et je disais, bah, moi, mon but, c'est d'avoir cette nonchalance tahitienne. Ah, mais oui, mais c'est ça qu'elles ont, les tahitiennes, c'est cette nonchalance. Elles ont une sorte de, c'est très radieux, c'est très solaire, lumineux. Et par exemple, on a les meilleures danseuses de Tahiti, qui sont donc des légendes. Il y en a une qui s'appelle Matatini, qui est venue faire un stage il n'y a pas longtemps. Et la prof avait dit, bah, présente-toi Matatini. Elle dit, bon, bah voilà, je m'appelle Matatini, je fais du Holi Tahiti. On dit, mais tu as été sacré meilleur soliste au Heiva. Et quand on est sacré meilleur soliste au Heiva et Tahiti, on est vraiment dans la légende. Notre nom, il devient sacré quasiment. Enfin, je veux dire, après, elle peut voyager maintenant dans le monde entier pour donner des workshops, des ateliers. Et ils sont vraiment très naturels, très humbles et très nonchalants, vraiment. Ils sont très cool, comme on peut dire. Et moi, le Laos, par exemple, je suis d'origine laotienne, mais je ne fais pas de danse laotienne. Mais quand j'ai été au Laos, j'ai compris pourquoi la danse était aussi lancinante et très répétitive et très douce. Alors la musique est très monotone. Et moi, je ne suis pas une danseuse qui compte les temps. Je me repère qu'à la musique. Et pour la musique laotienne, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas d'accent en fait. C'est très monotone, donc j'arrive jamais à me repérer dans la musique. Mais j'aimais pas du tout la danse laotienne auparavant. Et en allant au Laos, en voyant les Laotiens, qui ne sont pas des Laotiens français, donc francisés, de voir comment la façon de se mouvoir, de se comporter au quotidien, cette façon très discrète de se comporter et physiquement et vocalement, ça m'a permis d'apprécier la danse beaucoup plus. Et quand je devais parfois sur des galas faire de la danse laotienne, de mieux le saisir en fait. Et non pas de le saisir depuis l'intellect en se disant ah bah oui c'est cette position que je dois faire et en même temps de juger un peu ah c'est un peu raide ou ah c'est un peu ennuyant. Mais une fois que j'ai été au Laos, j'ai compris la beauté de la danse laotienne. Et la deuxième partie de la question, c'était quoi déjà? Ah, mon style particulier. Alors ça, c'est très embêtant en vrai en tant que danseuse
parce que parfois j'essaye, lors de compétitions, de créer des chorégraphies. Et j'ai beaucoup de mal à créer vraiment un style que indien ou un style que tahitien. C'est vraiment très difficile. Les deux vont se mélanger. Quand on est sur des créations fusion, il n'y a pas du tout de souci, mais je pense que pour créer de la fusion, il faut vraiment avoir acquis la maîtrise de son art, et la maîtrise du kathak pendant 20 ans, on va dire, et la maîtrise du Holy Tahiti pendant 20 ans pour pouvoir créer une fusion. Pour moi, pour être légitime, pour vraiment respecter au mieux la danse, parce que ce sont des danses qui ne sont pas issues de mon pays. Donc on a aussi la question de appropriation culturelle qui est importante et légitime, vraiment qu'il faut se poser la question pourquoi on danse et comment on peut rendre hommage en fait aux maîtres précédents et à la terre ancestrale qui a vu naître ces danses. Et là, je me pose la question de repartir en Inde pour faire des formations de danse qu'on appelle indo-orientales. Donc c'est très à la mode en ce moment parce que je sais que au Maghreb, par exemple, les films Bollywood, c'est la folie. Et la danse orientale, bah, elle est très très répandue dans le monde entier. Et on a beaucoup de ponts entre les deux cultures qui sont intéressantes. Mais pour moi, c'est assez difficile parce que tous les professeurs de danse indo-orientale souvent sont formés dans d'autres danses classiques de l'Inde. Donc, qui ont par exemple ce demi-plié. Le kathak, c'est vraiment très particulier. Et danse orientale, j'en fais, mais dès que je fais de la danse orientale, j'ai tendance à y mettre des éléments tahitiens. Donc, c'est très difficile dans ma tête de compartimenter les choses en fait. Donc, ce qui fait que je suis pas très bonne à chorégraphier, mais je suis plutôt dans l'improvisation constante en fait. J'arrive pas à me figer sur quelque chose. Donc ça, c'est une question que je me pose justement pour l'année prochaine. Est-ce que je dois essayer de vraiment ciseler mon art, ma voix à moi, ou vraiment juste rester sur les sources pures, quoi. C'est un va-et-vient constant en fait. Il n'y a pas un moment donné, on se dit ah tiens, je vais faire que du katak, parce qu'il suffit d'une chanson pour qu'on reparte. Allez, c'est un tourbillon, on s'arrête plus. Merci pour votre réponse. Et en fait, une partie qui m'est un peu chère, en fait, de ma question en tout cas, quand vous avez parlé d'énergie, par exemple, est-ce qu'à un moment T, où vous avez une certaine énergie, ou parce que vous allez préférer plus une danse qu'une autre, ou ça vient spontanément, indépendamment en fait des workshops ou des formations que vous êtes en train de faire vous-même en fait, toute seule, j'ai envie de dire en fait. Est-ce que le fait Bah, le d'avoir katak, plusieurs danses, tu vois, une culture très riche comme ça vous fait, par exemple, selon le moment, en fait, et votre énergie, votre sentiment, je sais pas, le contexte actuel, est-ce que il y a une danse qui va venir plus facilement qu'une autre? Est-ce que, voilà, c'est cette question-là, pardon. et, alors peut-être, je sais pas si c'est vraiment ça la réponse, mais selon mon humeur, ou selon ce dont j'ai besoin d'exprimer, je vais avoir une danse spontanément qui va venir plus facilement à moi. Est-ce que c'est ça? Oui, 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 tout à fait, exactement. Donc c'est en fonction en fait de votre humeur, exactement. Voilà, c'était est-ce qu'il y a une danse qui va venir plus? Parce que en fait, par exemple, si on compare aussi, parfois en fait, on a tendance à avoir, excusez, voilà, Mhm. je suis pas très, en tout cas cultivé sur le plan de danse, mais par exemple dans les arts martiaux, on voit par exemple que quand on voit en fait les mouvements, on a l'impression que c'est une danse, mais en fait, ça peut être comme un kata, par exemple, ou plutôt des défenses ou des actions. En fait, est-ce que cette fluidité, est-ce que cette énergie, en fait, elle va vous aider, en fait, si vous la concrétisez avec une danse, par exemple, à avoir un ascendant psychologique ou autre, par exemple? Est-ce que c'est ça, en fait, un peu la question aussi? Bah Donc, après, j'ai compris chaque que selon danse, votre humeur, en fait, vous allez avoir plus une préférence d'une danse oui. qu'une autre. Est-ce que c'est parce que ça va générer une certaine énergie elle-même, en fait, ou c'est juste votre feeling, ou est-ce que, voilà, c'est ça, en tant Je que... pense qu'il y a des deux. Souvent, ça va être un feeling, mais le feeling dépend de ce dont on a besoin, ce que notre corps ressent. Par exemple, si je suis dans un état très calme, très méditatif, je vais plutôt faire de la danse indienne. Et c'est non-stop. Là, cet après-midi, j'ai écouté non-stop de la musique indienne. C'est souvent de la musique classique, instrumentale, soit des musiques Bollywood, mais très très douces, soit du chant dévotionnel. Et c'est parce qu'aujourd'hui, j'avais besoin de me poser. Mais il y a des jours où on n'a pas besoin, on a envie de sortir justement complètement de notre tête et on veut juste bouger.
Voilà, dans ce cas-là, on va à la danse tahitienne et ça, c'est un défouloir énorme. Ça peut être aussi la danse indienne dans ce cas-là, mais dans ce cas-là, ça va être une danse où j'ai demandé à avoir non pas de la danse narrative, mais la danse avec la percussion, donc les frappes de pied. Donc quand on travaille que des frappes de pied, je vous assure, on sue à grosses gouttes. Et on va juste devenir un avec la percussion et on s'oublie complètement et ça nous permet de nous défouler en fait. Donc ça dépend de beaucoup de choses. Et c'est ça la richesse aussi de la danse. Même dans une danse en elle-même, on peut tout exprimer. Et moi, je peux aussi me balader entre plusieurs danses selon mon humeur. Merci beaucoup pour vos réponses et merci encore pour cette présentation très richissime pour nous. Merci. Merci, Faher. Je donne la parole à Bassim. Ah, Merci, Monsieur le Président. Merci, Manisouk, pour cette excellente présentation. Vraiment, on a voyagé partout dans le monde, dans la culture de la danse, vraiment en commençant par le théâtre. Et surtout la danse. La danse, en fait, ça permet de libérer l'esprit avant le corps. Donc, euh, et vraiment, il y a un lien énorme, c'est ce qu'on a appris de votre présentation, c'est un lien énorme entre le bien-être intérieur et la danse. Donc, j'ai une question. Vous avez parlé des arts martiaux, à savoir que votre père, c'est un maître en arts martiaux. Est-ce que cela a joué un rôle ou bien il a impacté votre choix de la danse? ça a impacté. En fait, moi, je suis toujours à fond dans quelque chose. Hein. Je fais jamais les choses à moitié. Quand j'ai commencé le taekwondo, je pensais à l'époque au collège que j'allais devenir une sorte de ninja. Enfin, j'étais très loin dans mes délires. Je voulais faire vraiment des arts martiaux pour la vie entière, être prof ou être ninja ou je sais pas. Je voulais me battre tout le temps et faire du taekwondo tout le temps. Et en fait, je me suis blessée. Et comme je me suis blessée, j'ai pas pu continuer le taekwondo. J'ai commencé à me mettre au yoga parce que c'était les docteurs, les rhumatologues qui m'ont dit bah, faites quelque chose comme du yoga ou quelque chose de doux, de la danse ou du yoga. Alors ça, c'est un préjugé des médecins parce que la danse, c'est tout sauf doux. En général, on a aussi beaucoup de blessures à la danse. Et j'ai commencé vraiment la danse à cause de cette blessure aux arts martiaux. Et les arts martiaux, ça me manque énormément, mais souvent, je vais retrouver des éléments qui sont communs, surtout sur le Holy Tahiti. On parle beaucoup d'ancrage, on a des positions très touchy. Et je sais que par exemple, une fois, j'avais fait un cours de tai chi. Non, j'avais fait juste un enchaînement de tai chi à la maison. J'en fais très peu. Et le soir, donc plusieurs heures s'étaient déroulées. Le soir même à la danse, j'avais même plus besoin d'échauffement. Mes hanches étaient complètement déliées. Et j'ai jamais aussi bien dansé que ce jour-là. Parce qu'on a on a des ponts, en fait, entre chaque discipline, on va avoir des ponts. Même le badminton et les arts martiaux, je suis sûre il y a des ponts entre les deux. Ça va être une question de réflexe, je sais pas, peut-être le geste, l'épaule est mieux développée. On va toujours réussir à trouver des ponts et c'est ça qui est intéressant, en fait, aussi, nous, c'est à nous de créer les ponts aussi, tout simplement, de donner sens, pour pouvoir donner sens à tout ce qu'on fait et se justifier de ah, je fais trop de choses. Ah bah non, parce que chaque chose m'aide à interpréter l'autre chose. Donc il y a beaucoup de liens. Enfin, les arts martiaux, j'ai beaucoup de danseurs, amis danseurs, qui m'ont tous dit ah, mon rêve, c'était de faire des arts martiaux. C'est vrai que les arts martiaux, en fait, ça a un rôle très important et dommage que ça soit pas une discipline obligatoire dans les écoles françaises. Donc, vraiment débuter dès la maternelle à choisir un art martial ou faire un art martial, bon, peut-être un jour. Il y a une question, là, j'en profite. Sanraku, je crois, qui a deux questions. Elle dit dans le chat du Zoom, comment avez-vous découvert la danse et qu'est-ce qui vous a donné envie de la pratiquer? Et encore merci pour cette belle présentation. Alors la danse thaïsienne, c'était très simple. J'ai mon tonton, mon oncle, qui s'est marié avec une Tahitienne. Et donc forcément, leurs visites sont très rares parce que il faut payer le billet d'avion et c'est à des années-lumière de Paris. Mais une fois, sa femme était là avec leur petite fille qui avait 1 an. Et moi, je rentrais de l'école primaire et qui était vraiment collée à la maison. Et en rentrant à la maison, j'entendais des notes de musique et quelqu'un qui chantait en tahitien.
Et en fait, je me souviens avoir couru dans le couloir pour voir ma petite cousine d'1 an, donc un bébé. Et c'était ma tante qui jouait et qui chantonnait une balade en tahitien. Et pour moi, c'est vraiment ce rapport à la musique avec la danse tahitienne. Et ça, je m'en suis souvenu que après, bien après avoir commencé la danse tahitienne, je me suis dit, ah mais tiens, c'est vrai, j'avais entendu Tata chanter en tahitien. Et j'ai aussi un rapport émotionnel avec Tahiti de par ma famille. Euh, la danse indienne, comment j'ai commencé ça? Alors là aussi, rien à voir, complet hasard. J'étais en visite à Hong Kong pour voir mon oncle qui habitait là-bas. Et sa femme, du coup, me disait, bah, est-ce que tu veux m'accompagner à un cours de yoga? Donc, je vais au cours de yoga et je sympathise avec le manager parce que j'ai beaucoup de tchatch. Je sympathise avec le manager qui m'offre un pass gratuit, illimité au centre de yoga et qui faisait aussi de la danse Bollywood et certains cours de danse classique. Ma tante était très, très énervée parce qu'elle, elle payait beaucoup. Elle payait genre 80 $ par mois pour avoir accès au centre de yoga. Et moi, j'avais un pass gratuit. Donc, tous les jours, j'avais 2 ou 3 cours de yoga et de danse. Donc, c'est venu par hasard. Forcément, en tant que Laotienne, il y avait beaucoup de similarités parce qu'il faut savoir que une grande partie de l'Asie du Sud-Est fait partie de ce qu'on appelle l'Indosphère. Donc, c'est une sphère culturelle qui est influencée par l'Inde. Et du coup, ça se voit dans nos costumes. Vous savez, le costume thaïlandais ou cambodgien, on a en fait, c'est un sari, en fait. C'est un sari revisité. Et toutes nos danses aussi traditionnelles, elles sont inspirées du Ramayana, que j'ai mentionné au tout début. Euh, donc forcément, j'étais intéressée par la danse indienne, mais un peu de loin. Et un jour, j'ai fait un stage de Kathak, où je me suis sentie comme hors du temps. Je ne sais pas comment expliquer. J'avais l'impression d'être qu'on m'avait déplacé, hop, posé. Vous savez, quand on imagine l'univers, je suis dans l'espace. Voilà, j'avais l'impression d'être dans l'espace, qu'on m'avait juste posé et que je pouvais sculpter l'air et que j'entendais la musique et j'ai commencé comme ça en fait. Donc c'est plus des rencontres en fait. Et même le cinéma, l'acting, ça a été une rencontre où euh, j'étais à un moment un peu difficile de mon adolescence. Vous savez, quand on est adolescent, on a l'impression que le monde est contre nous, etc. Et j'ai eu l'intuition que le cinéma, enfin, que l'acting allait être ma voie, allait m'aider à avancer, en fait. J'avais besoin de quelque chose pour avancer. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je suis beaucoup moins dans l'acting que dans la danse, parce que là, j'ai peut-être passé la phase de l'introspection, j'ai juste envie de partager avec le monde, de donner, de beaucoup plus donner et moins me concentrer sur moi-même, en fait. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très enrichissant, on apprend énormément et d'où l'importance. Il y a Sanraku aussi qui vous remercie via le chat. Et ça sert à ça, en fait, les conférences des Lumières, c'est faire connaissance et essayer d'élargir vraiment les sphères et apprendre tellement de choses différentes, horizons et domaines, et surtout culturels. Et voilà. Merci en tout cas de nous avoir permis de voyager. Merci pour votre invitation. Merci, Aminala. Merci, merci, Manissouk. Avec C'était la plaisir. dernière question. C'était Voilà. la dernière question. Merci, Amanallah, de nous avoir permis de rencontrer Manissouk. Avec plaisir. Ouais, et merci à Manissouk aussi pour Ouais. votre authenticité et votre lumière et d'avoir partagé avec nous tout ce champ artistique énorme quand même, hein. Beaucoup de choses dans tous les Ouais. domaines, hein, J'ai envie quand de faire même. d'autres choses, donc il faut que je me calme. Mais j'avais un projet de faire les routes de l'Orient. Voyez, et Ah, du coup, on va discuter de ça avec un monsieur dans un café. Et je disais, voilà, en tant que femme, qu'est-ce que c'est de voyager seule sur les routes de l'Orient et d'être en plus ça danseuse. Et j'ai un très bon, j'ai plus le nom, un joueur de oud qui malheureusement nous a quittés et qui reprend beaucoup de tubes type Dance Monkey, etc. ou oud, et c'est absolument merveilleux. Et juste me dire, bah voilà, il suffit d'un instrument, je me dis, bah j'ai envie d'aller dans le monde oriental. En Andalousie, j'étais aux anges, hein. La musique arabo-andalouse, mhm. je j'en pouvais plus. Par contre, ils étaient très tristes parce que dans l'Espagne actuelle, quand on dit musique classique, musique ancienne, c'est que la musique classique espagnole et on ne joue plus beaucoup de musique arabo-andalouse. Donc je me dis, il faudrait peut-être aller au Maroc. Effectivement, j'allais vous Amina proposer Alaoui, cela. chanteuse marocaine. Parce que Avec plaisir. On a beaucoup d'amis marocains au Maroc et vraiment, il y a
il y a des festivals qui sont organisés au Maroc, dans Ah, la ville de Fès, à Rabat, ce sont des villes très très anciennes. Il y a de la musique ah oui, oui, andalouse, de la oui. musique orientale, pas d'orientale, mais plutôt de la musique soufie andalousienne, où tout se mélange entre l'Orient et tout ça, l'Occident des fois, et ça met un mélange mais incroyable, Mm. incroyable. Moi aussi, La j'adore. musique Kawali aussi, hein. On danse sur la musique Kawali en katak. D'accord, d'accord, Ouais. d'accord. Ouais, Ouais. c'est Ah, génial tout ça. c'est Ah, c'est, incroyable. eh ben, Ça nous c'est, comment? ça nous prend la musique Kawali, hein. Ça monte Exactement. crescendo, crescendo et on se retrouve à battre des mains. Et aussi, ce qui est intéressant en différence culturelle, en France, un récital de danse, tout le monde est en Inde et en Oli Tahiti, on crie. En Inde, on va dire ah shabash shabash kia bathe, oh c'est beau c'est beau. Et en Oli Tahiti, pour encourager les danseurs et pour transmettre et recevoir le mana, on crie et aussi, hein. C'est très très aigu, on est en train de hurler tout du long, tout du long, tout du long. Et nous, en tant que danseuse, aussi, quand je suis très contente, bah, je crie. Ouais. Et, Wow. les profs de danse tahitiens, parfois, il y avait une danseuse, Léa, qui a dit, c'est un peu silencieux en France, hein. Quand on est content, on crie à Tahiti, hein. Quand on est content de danser, on crie. Donc, la musique doit nous C'est vrai. prendre et on doit le laisser passer. Je suis très mal quand je peux pas parler dans un récital de danse. J'ai vu un récital il y a quelques semaines et je n'osais pas parce que personne osait dire shabash, shabash, C'est vrai, c'est vrai. Ici, ils sont plus ils disent, et voilà, ils voient le geste et tout ça, mais il n'y a pas cette expression comme à Lorient, hein. Nous aussi, dans le monde, au Maghreb, tout ça, on aime s'interagir des fois avec quelqu'un qui danse ou pour exprimer qu'on est content, qu'on est heureux, qu'on est satisfait par rapport à ce qui se passe. C'est ça, c'est ce pont en fait multiculturel des fois qu'on a besoin, des fois ici en France, on a besoin de ça et d'ailleurs on y travaille ici à l'association, on y travaille pour avoir ce pont culturel à chaque fois, multiculturel à chaque fois qui va tisser des liens qui sont incroyables et qui va nous permettre d'avoir une autre lumière à nous et d'avoir un langage universel aussi, un miroir, si j'ose dire, un miroir de notre humanité commune. Voilà, en général c'est ça, hein. Voilà, voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a une qui main. a levé Voilà. la Est-ce que, voilà, j'allais vers Omar. Est-ce que tu veux? Je pense que Omar. Vas-y. Oui, oui, je voulais Ah, faire une petite Omar. intervention. Bonjour. Bonjour tout le Vas-y, monde. vas-y. Je voulais remercier chaleureusement Manisouk pour sa présentation. C'était vraiment, comment dire, j'ai ressenti beaucoup d'émotions. Je me sentais en train de danser quand elle présentait les choses. Et j'ai ressenti aussi la vibration lorsqu'elle elle présentait les choses. Je ressentais comme si j'avais besoin de danser. Donc, elle a fait bouger quelque chose en moi, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et voilà, et quand elle parlait de la partie spirituelle, l'image que j'ai vue, c'était les Derawish. Chez nous en Égypte, c'est des personnes qui dansent spirituellement et côté soufisme, et ils tournaient autour d'eux. Oui, Voilà. Ben, merci pour tout. merci. J'adorais l'Égypte, hein. J'y suis allée, j'ai dansé aussi dans les temples. J'étais contente, j'ai dansé dans les temples égyptiens. Ah, c'est bien. C'est super. Et les Égyptiens, comme ça, hein, à l'accueil. Ah, c'est magnifique. Oui, les Darwish, ceux qui dansent en Ouais, soufis, en Mm. tournant, ouais, surtout au Moyen-Orient et en Turquie aussi. ouais. C'est super. Ok, ok. Ben, merci beaucoup à tous de votre participation et merci d'avoir vraiment cultivé cet échange-là avec Manisouk. Merci, merci à tous. On est dans plusieurs coins du monde. C'est en France, en Espagne, en Égypte, en Tunisie, Maroc, Émirats. Voilà. On aimerait bien que ça soit que le monde entier on tourne dans l'art et la culture. Vraiment, merci. Merci de partager avec nous ce moment d'authenticité. Et merci à Manisouk, bien évidemment, pour Oui. sa lumière et Merci sa... à tous les participants. Ouais, effectivement, merci à Manisouk pour
cette joie de vivre et cette vraie émotion, que ce soit à Cette travers le énergie, théâtre, ouais, à cette travers belle énergie. cette énergie magnifique. On en a besoin. On est en lundi. On a besoin de commencer une belle semaine. Il Du pleut coup, à voilà. Paris. Il pleut, oui, même ici à Lille, c'est la même chose, hein. Il pleut, donc, mais là, on est dans une énergie, c'est comme s'il y a du soleil. Donc, c'est top. Merci encore une fois, merci Manisouk, merci à vous tous, chers participants, pour votre présence et votre écoute. Bon, belle question. Donc voilà, puissions que chacun, de notre manière, faire de notre vie une œuvre d'art, comme a expliqué Manisouk, c'est le fait de s'ouvrir, c'est aussi un immense pont de rencontre entre nous-mêmes, et voilà, c'est magnifique. Donc merci encore une fois, et je vous souhaite à tous et à toutes une belle soirée, et à la prochaine conférence. À la prochaine. Merci. Allez, merci, Merci pour merci.